Frida Dou, Virgile Aronce. Bonjour à tous, bienvenue. Les séminaires parlementaires de Dassa Zouma et Grand Popo ont relancé cette semaine la polémique sur la révision de la Constitution. Et pourtant, la révision de la loi fondamentale officiellement, il n'en a point été question lors de ces réunions de députés. Cette polémique coïncide avec l'anniversaire de la conférence nationale, 27 ans déjà. Quel bilan? Voilà entre autres les sujets dont nous parlerons avec nos invités. Gustave Assa, il est le coordonnateur national du réseau Social Watch Bénin. Monsieur Assa, bonjour. Bonjour à vous, merci pour votre aimable invitation. Le second invité est journaliste Vincent Folly. Il est toujours attendu dans cette émission. Gustave Assa, cela fait 27 ans déjà, je le disais, que la conférence nationale a eu lieu. Quelques timides célébrations, pas à la hauteur de l'événement, estiment certains. Est-ce également votre avis, vous? Je pense qu'il est important de relever que nous sommes dans un contexte plutôt caractérisé par un mandat qui a mis en place un dispositif en fonction donc de ce que déjà le mandat présidentiel a affiché comme élément d'appréciation et qui contextualise à peu près le rôle des partis politiques pour en arriver véritablement à caser cette célébration-là. C'est un mandat qui, pour nous, dès le début, a été un mandat qui devrait être un mandat de rupture, comme il a dit le président de la République, un mandat de transition, un mandat de relance économique, de réforme notamment. Et nous avons vu effectivement les caractéristiques de cette rupture, les caractéristiques de cette transition, dans un contexte qui est caractérisé par le fait qu'au plan politique, les acteurs même dans cette situation sont dans une situation d'observation, dans une attitude d'observation, carrément d'attentisme prudente, je dirais. Au regard des faits, vous allez voir un peu un certain nombre de faits qui démontrent combien ce mandat de transition est en train de mettre fin à certaines pratiques, notamment en matière de gouvernance, et on est en train de suivre un certain nombre de choses. On observe, on subit parfois, vous voyez un peu, et puis on se dit qu'est-ce qui va venir après. Si bien que cette manifestation, les manifestations dont vous avez parlé étaient plutôt assez cool. On a célébré ces 27 ans en se posant un certain nombre de questions. Et puis ça va ça, tout le monde sait que la conférence nationale, c'est comme un accord social commun depuis 27 ans, oui. Et que cela réunit, comme je dis, un accord social commun réunit assez de Béninois, n'est-ce pas, une occasion pour voir tout au moins si la ligne qu'on s'est tracée depuis 27 ans, eh bien, on est toujours sur cette ligne-là. Ceux qui parlent donc du défaut de célébration parlent en fait du défaut de bilan, vous ne trouvez pas? Pas de défaut de bilan, même si ça ne s'écrit pas, même si ça ne se célèbre pas, il y a des points de repère pour parler, n'est-ce pas, d'un certain nombre de bilans, de certains bilans caractérisés par un certain nombre de choses. Est-ce qu'au plan de la gouvernance politique, nous avons tous les instruments pour la gouvernance politique, la gouvernance administrative, la gouvernance économique? On a mis les balises. Les institutions sont là, les institutions de contre-pouvoir ont été installées également. On a pu organiser un certain nombre d'élections, même si ce n'est pas toujours à bonne date. Ça, c'est des caractéristiques de la démocratie participative. On a pu obtenir un certain nombre de combats qui ont abouti à l'installation, n'est-ce pas, de ce que j'appelle aujourd'hui les combats politiques, les combats de veille citoyenne également. Aujourd'hui, il n'y a pas tout qui fonctionne bien entendu. Tout ne fonctionne pas bien. On n'a pas les résultats, on n'a pas observé ce que nous cherchons. Il y a quand même des combats qui ont été menés, réglés et qui refont encore surface. Par exemple, quand on parle d'un certain nombre de libertés, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous permettent de dire que nous n'avons pas fini avec ce combat-là aujourd'hui. Il y a dans les pratiques aujourd'hui que les partis politiques qui sont, comme la Constitution le dit, les partis politiques qui sont chargés d'animer la vie politique, ils ne le font plus. On voit une certaine réserve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de dire, on a un bilan certainement sur le plan
politiques, les acteurs politiques sont là, mais sont peut-être à une vacance, je ne sais pas. Et sauf au niveau du Parlement, on voit encore des activités de ces partis politiques, mais on n'a pas l'animation telle que souhaitée, et c'est la société civile qui est obligée de sortir de temps en temps pour intervenir sur des sujets, pour attirer l'attention, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, afin donc de ramener les esprits comme il le faut. D'autres estiment que dans un contexte où le régime actuel appelle à des réformes, cela aurait été une occasion pour évaluer la conférence nationale et dessiner une nouvelle orientation, ceux-là qui parlent des assises nationales, par exemple, ou d'autres types de réunions, de recadrage, pensent que cela aurait été une bonne occasion. Cela a été très précis dans les propos du candidat qui est président maintenant, qu'il est clair qu'il va y avoir assez de bouleversements pour remettre les choses à l'heure, pour remettre les pendules à l'heure, comme il le disait. C'est pour ça qu'il a parlé de rupture. Rupture parce que quand on fait l'état des lieux, on a passé 27 ans sans finir avec la malgouvernance au sommet de l'État. Dans la pratique de tous les jours, la corruption est toujours présente dans les pratiques et dans les mœurs. Il faut donc assainir. Mais dans le combat politique de tous les jours, on n'a pas véritablement aussi une présence d'une opposition claire. Et c'est ça la grande difficulté. La pratique de la rupture, comme vous l'avez dit, on a vécu un certain nombre de choses sans que les médias, les organisations de la société civile, les partis politiques, et surtout les partis d'opposition qui doivent sortir pour revendiquer un certain nombre de libertés, on n'a pas pu l'obtenir également. Et le pouvoir en place dit que nous sommes dans une transition, nous sommes dans la possibilité de faire un certain nombre de réformes, lesquelles réformes doivent nous permettre de mettre l'accent également sur le développement politique de notre pays, dans l'espace de dialogue qu'il faut. Est-ce que nous avons tout le dialogue qu'il faut? Les inquiétudes sont encore là. Vous avez dénoté deux problèmes fondamentaux de mon point de vue, les problèmes liés aux libertés en général et les problèmes des partis politiques, la réforme du système partisan. Pour vous, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, que ces libertés sont toujours piétinées d'un régime à l'autre et certains ont l'impression que cela va en s'aggravant? Je pense qu'il y a cet effort de ramener l'ordre à tous les niveaux, qui fait que parfois ces espaces-là sont piétinés. Lorsqu'on prend par exemple le cas des associations d'étudiants, lorsqu'on prend par exemple le cas des médias, qui sont privés, qu'on a suspendus. On a vu qu'il y a un souci de régulariser. Il y a un souci d'assainir. Pour les étudiants, on a pensé que la liberté d'association ne devrait pas être une liberté de comportement pour compromettre, n'est-ce pas, l'avenir des autres étudiants. Et donc, ce que vous appelez souci, certains l'interprètent comme des prétextes. Et pour eux, il a toujours un prétexte à bien faire. Quand il y a un prétexte, il faut pouvoir analyser pour voir la bonne foi, la mauvaise foi qu'il y a derrière le prétexte. Ici, lorsque vous analysez le contexte, il y a certainement des erreurs dans la méthode. Il y a des erreurs dans le comportement. Mais dans le souci de ramener l'ordre, l'autorité doit prendre des mesures, l'autorité doit prendre des dispositions. Et c'est dans la gestion de ces mesures que nous disons qu'il y a un peu d'espace qu'on peut encore laisser à la liberté d'expression, à la liberté d'association, pour qu'on n'enfreigne pas aux textes qui disent qu'il faut quand même laisser. Mais c'est la même chose. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de ramener le dialogue autour des grandes questions, pour que les privations de liberté ne prennent pas tout le temps. Au nom de quoi, par exemple, les télés, les radios suspendus ne rentreraient pas dans une forme de régularisation telle que souhaitée par la HAC. Il y a la régularisation. Vous parlez de prétexte, c'est vrai. Mais en même temps, il faut d'abord faire ce qui a été mis en cause. Il faut aller dans ce sens-là aussi pour voir est-ce qu'on a fini de faire. On a dit par exemple qu'il y a des télés, des radios qui ne peuvent demander des conventions. Mais écrivez pour demander la convention. Demandez et déposez la convention pour que cela continue d'être un prétexte pour agir contre la télé ou la radio ou les radios qui ne sont pas dans ce contexte-là. Là où nous évoquons toujours la question du dialogue et la compréhension et même une perception que nous cherchons pour que ce soit véritablement de la démocratie, c'est que dans le même temps où on suspend certaines télés, il y a des télés qui sont dans le même contexte mais qui ne sont pas suspendues, par exemple. Qui commettent les mêmes fautes. Exactement. Il faudrait en arriver à faire le point et rectifier également cela. Mais en même temps,
il faut que ceux qui sont mis en cause là fassent preuve d'une possibilité d'aller vers la régularisation. Les pièces qu'on a demandées, fournissez les pièces et on attend pour voir si c'est la mauvaise foi. S'il y a la bonne foi, on va ouvrir le dialogue, on va dialoguer. Les voies de recours sont encore là, il faut le faire. Et donc pour moi, tant que ces questions sont là, et nous n'avons pas une présence suffisante des partis politiques qui doivent venir animer la plupart de ces questions pour apporter l'éclairage nécessaire, cela pose un certain nombre de problèmes. Et aujourd'hui, il y a aussi que le présent gouvernement brille aussi par une certaine opacité dans les questions de communication. Non, avant d'en arriver là, puisque oui. vous parlez des problèmes de liberté, Oui. vous avez donné tantôt l'exemple du campus universitaire de Calavi. Est-ce que vous avez été interpellé par, comme certains, par le fait que le gouvernement n'ait pas étayé juste là les preuves qu'il avance contre les étudiants, puisque parlant de prétexte, ce sont également des preuves qui ont été avancées des étudiants qui se mettent plutôt, organisent des milices, des étudiants qui sont brutaux, qui violentent, des étudiants qui tuent, et sans jamais apporter de preuves. Certains disent que toujours sans preuve, eh bien ce n'est que des prétextes. Bien, je pense que sur cette question, j'ai fait un peu d'investigation. J'ai rencontré le recteur, j'ai rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai rencontré les responsables étudiants et j'ai situé les niveaux de responsabilité. Lorsque vous voyez les questions évoquées, lorsqu'ils avancent un peu sur, n'est-ce pas, des éléments qui, a priori, doivent obtenir le consensus de tout le monde, à des moments donnés, on se rend compte qu'il y a des actes qui sont posés après. Lorsque vous avancez dans le dialogue... Qui posent les actes, les étudiants? Les étudiants, qui posent des actes. Au nom de quoi, lorsqu'on a commencé par essayer de les réunir pour pouvoir parler de ça, lorsque le recteur offre l'espace pour que les étudiants viennent, qui ne viennent pas, lorsque nous allons les voir pour dire, au nom de quoi vous brillez par votre absence à la table de négociation. Et ensuite, dans le même temps, vous voyez un professeur agrégé qui réunit les étudiants en thèse, par exemple, pour pouvoir donner des instructions pour les cours, et on brûle la voiture de ce professeur-là. On met des barrières sur le chemin pour qu'aucun professeur n'aille faire le cours. Je les appelle pour dire non, laissez quand même cet espace. Pendant qu'on dialogue là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait ça avec la série, n'est-ce pas, des étudiants qui sont passés. On a eu le renouvellement du bureau, lesquels aujourd'hui ne sont pas ouverts pour qu'on puisse les rencontrer et contribuer, parce que nous on l'a fait, parce que nous sommes le président du conseil d'administration de la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. Et en tant que tel, nous nous sommes permis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans le même temps, c'est ça. La question des milices, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu la vidéo qui a circulé où les étudiants se forment comme des milices et des militaires. Mais dans un contexte où ça se fait entre 3h du matin et 4h du matin. Des étudiants d'Abomey-Calavi, ils ont reconnu. Vous voyez un peu? Et ça inquiète. C'est pourquoi l'ancien président, Yahya Boni, convaincu de cette réalité, a dû ordonner que le campus soit encore plus ou moins militarisé et sécurisé pour que, par hasard, vous savez qu'il y a des vents, n'est-ce pas, je ne parlerai pas des noms ici, qui sont en dehors du Bénin et qui peuvent prendre possession de ces étudiants et les utiliser contre l'ordre public. Moi, j'étais inquiet. C'est à partir de ce moment que nous, on s'est retirés. Parce qu'on a vu finalement, la ministre a la volonté d'ouvrir le dialogue, de comprendre. Le recteur a dit, OK, nous allons faire. Mais notre intervention auprès du recteur, c'était aussi de voir pour les étudiants qui sont exclus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les 21 notamment là. Pour 5 ans, pour moi, c'est trop. C'est criminel même. J'ai demandé au recteur, est-ce qu'on peut diminuer le nombre d'années? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une manière de différencier, que les 21 ne soient pas sous le même coup? Il y a forcément une faute liée à chacun d'eux qu'on essaie de voir par rapport à la faute là, comment il faut faire. Parce que nous sommes nés pour la plupart des parents pauvres. Et nous allons rester à la maison un jour, on va dire, vos enfants ne peuvent plus aller étudier pendant 5 ans. Mais ils vont devenir quoi? C'est pour ça que nous sommes allés faire le plaidoyer. C'est à partir de là qu'on a découvert plein de choses. On a pu rencontrer ces étudiants pour leur demander, essayons de faire des plaidoyers ensemble avec Social Watch pour aller demander que le recteur diminue la sentence. Le recteur m'a rassuré que si le dialogue est possible, s'ils sont compréhensifs, on pourra faire un certain nombre de choses. Et donc, vous voyez un peu, il y a la part de responsabilité
des étudiants, mais il y a que l'autorité doit prendre ses responsabilités face à une situation qui peut-être, lorsque ça va dégénérer au niveau de l'université, qu'est-ce que ça va devenir ailleurs? C'est pour ça qu'il y a à mener un dialogue permanent sur la question, pour que des questions de liberté, comme on l'évoque, parce qu'au finish, et c'est on ne cette verra prise pas de responsabilité qui amène l'autorité jusqu'à empêcher une conférence de presse en dehors du campus. Non, là, je n'en suis pas du tout... j'ai compris et j'ai vu que l'autorité pouvait bien laisser les étudiants en dehors du campus parce qu'on leur a interdit de se réunir au sein du campus. On leur a interdit toute mobilisation au sein du campus. On leur a interdit toute marche. Mais lorsque les gens veulent se réunir encore pour parler de leur situation, et c'est là où je dis en fait que le dialogue est rompu. Si le dialogue n'était pas rompu, cette question n'allait pas venir. Quand vous voulez vous réunir pour parler de quelque chose, vous aurez pu peut-être dire, nous ouvrons encore le dialogue avec les autorités. Mais les autorités ayant su ça pouvaient aussi les appeler pour dire, bon, écoutez, le motif de la conférence de presse, est-ce qu'on peut en parler ensemble pour rechercher des solutions ensemble au lieu d'aller empêcher, n'est-ce pas, les étudiants, n'est-ce pas, de se mobiliser. C'est toujours la crainte de ce que ça va donner et de ce qu'on pourra maîtriser ou on ne pourra pas maîtriser. Mais je pense que nous sommes dans un état de droit ou de démocratie où il faut que les parties prenantes au processus démocratique puissent avoir le courage de se parler franchement pour pouvoir décider de ce qu'on peut faire, des options qui soient supportables par les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir avancer. Et tout ça pour nous, par rapport, n'est-ce pas, à la question de liberté dans notre pays, l'extérieur. Vous avez entendu Amnesty, vous avez entendu Transparency. C'est des indicateurs pour eux qui ne donnent pas, qui ne font pas de faveur au pays. Le pays a baissé, le pays a chuté en termes d'appréciation. Et c'est ce que nous disons que l'État doit prendre au sérieux. Ça. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas, renchérir des indicateurs contre les performances démocratiques que, malheureusement, depuis 27 ans, comme vous l'avez dit, on s'emploie à améliorer. On doit améliorer nos indicateurs de performance en matière de perspectives démocratiques dans notre pays. Et ce problème donc de la révision de la Constitution, ce problème qui ne quitte plus l'actualité au Bénin, je le disais tantôt, est réapparu cette semaine, notamment avec ces assises de Dassa puis de Grand Popo. D'ailleurs, Soso Watch est revenu là-dessus, sur cette réunion de députés, la révision de la Constitution. Pourquoi ça fait craindre autant au Bénin? Ça fait pourtant partie donc de ce qu'a généré la conférence nationale, la Constitution du 11 décembre 1990, je veux dire. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser sur la révision de la Constitution. Les questions sont d'autant plus claires pour nous que les détails auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui mettent l'accent sur un certain nombre d'éléments. Le contexte de la révision. Le contexte de la révision. Ça peut susciter beaucoup d'éléments d'appréciation. Quelle est la pertinence aujourd'hui pour nous? Quelle est l'opportunité? Est-ce qu'il est opportun maintenant est-ce qu'il y a une urgence? Si je dois répondre et la réponse est quoi? La réponse est claire. Le contexte est un contexte plus ou moins historique et récent. Plus ou moins historique parce que depuis Kérékou, on est en train de parler déjà de cette révision. Et il faudrait se dire pourquoi ça a échoué pour Kérékou, pourquoi ça a échoué au niveau de Yaïboni et pourquoi aujourd'hui Talon pourrait le faire. Lorsqu'on regarde à tous ces contextes historiques, c'est derrière Kérékou et derrière Yaïboni, on avait craint la nouvelle République qui devait donner ou ajouter un mandat pour ces présidents qui étaient en fin de mandat. Aujourd'hui... Cette crainte s'estompe aujourd'hui, vous pensez? Pour moi, la crainte n'existe plus parce que ce président a dit « Je viens faire un mandat. Je suis dans un mandat de rupture, de transition, disait-il déjà, et de relance économique pour pouvoir laisser les Béninois continuer. Mais je remettrai en place l'ordre des institutions et la gestion de ces institutions-là. » Alors, cela se passe de tout commentaire. Et le président actuel a mis en place un dispositif qui a capitalisé les différentes commissions qui ont travaillé sur la loi. La commission Djogbenou, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, le président de la République a bien commencé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est arrêté? La commission Djogbenou n'est pas allée au bout
La commission Djokbenou a certainement fini un travail, a rendu le document au chef de l'État, mais devrait pouvoir nous sortir un document, une proposition qui intègre les différentes perceptions ou appréhensions que les uns ont ou les autres ont, et le chef de l'État devrait trancher la vulgarisation vulgariser ce document. Le peuple n'est pas, effectivement, le peuple n'est pas au courant du contenu réel d'un projet qui va faire l'objet de révision au niveau, donc, par la voie parlementaire, ou par la voie, comment on appelle, référendaire. Oui, mais à la différence des deux autres commissions, avant la commission Djokbenou, celle-là n'a pas fait de proposition de texte devant être votée. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que ce qui fait créer aujourd'hui, c'est d'abord ça. On n'a pas un test. La constitution que nous avons a fait l'objet d'un débat consensuel. La constitution qui nous amène aujourd'hui, que nous voulons réviser, ça fait l'objet d'un débat consensuel et ça a été un outil que nous avons utilisé depuis les 27 ans aujourd'hui. Et donc, il est important que l'on comprenne que toute révision aujourd'hui qui, devant l'Assemblée, n'est pas connue du peuple, ça pose un problème. Avant d'aller sur les possibilités pour pouvoir réviser aujourd'hui, il faut que l'on ait forcément un document qui fasse le consensus. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui ne fait pas consensus n'est pas clarifié aujourd'hui. On ne sait pas quelle est l'option que le chef de l'État a prise aujourd'hui. Est-ce que le chef de l'État envoie, n'est-ce pas, un projet devant l'Assemblée pour que ce dossier-là passe? Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Est-ce qu'il a, à part toutes les autres questions qui sont plus ou moins acceptées, et avec un consensus plus ou moins dégagé sur les grandes questions, les articles qui ont été abordés, est-ce que la question du mandat unique est tranchée? Pour vous, puisque c'est la voie parlementaire qui visiblement est retenue, n'est-ce pas, pour... N'est pas retenue. Qui a dit ça? Puisque l'option de départ du candidat Patrice Talon, cette option n'est plus avancée de plus en plus. Bien sûr, aujourd'hui, ça devait être la voie parlementaire, comme je disais tantôt. Si demain lundi, le projet devait atterrir à l'Assemblée nationale, pour vous, il faudra combien de temps d'abord avant de voir les députés voter, puisque là, ce n'est plus au ça dépend. Moi, je voudrais plutôt, vous avez dit que la voie parlementaire est retenue. Je voudrais lire l'article 4 de la loi référendaire qui était sur le tableau. Si le projet de proposition, si le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative d'un référendum, au cas où on serait en train de parler d'un référendum, sur la question, elle devait être relative à la promotion ou renforcement de l'état de droit, l'intégration sous-régionale, l'organisation de pouvoir et tout projet ou proposition de révision de la Constitution voté à la majorité aux 3/4 des membres de l'Assemblée, si c'était la voie qui était privilégiée. Mais l'article 5 dit, le président de la République fait la consultation prévue à l'article 4 ci-dessous par lettre circonstanciée adressée à chacun des présidents d'institutions concernées. La dite lettre doit être accompagnée du projet de proposition de loi référendaire, de l'exposé des motifs, de test à la question et le projet de décret portant convocation du corps électoral. La voie référendaire n'est pas encore exclue parce qu'on ne sait pas le vote qui va être fait du projet de révision. Est-ce qu'on aura les 4/5e? Est-ce qu'on aura les 3/4? Pour pouvoir dire, si on a les 3/4, on va au référendum. Mais si les députés ont le projet aujourd'hui, ils peuvent en procédure d'urgence voter parce que c'est là où nous sommes en train de les attendre maintenant. Je dis bien, est-ce que nous avons le projet? Pourquoi la procédure d'urgence? Quelle urgence? Non, je dis, mais vous avez demandé combien de temps ça peut faire. J'ai dit qu'ils peuvent prendre tout le temps pour le faire. Ils ont des sessions ordinaires, ils ont des sessions extraordinaires. La loi leur demande, la loi impose deux sessions extraordinaires. Je parlais du temps parce que vous parliez tantôt de la vulgarisation du texte. Vous parliez du temps pour s'approprier, pour que le peuple s'approprie ce texte. Oui. Voilà, mais si le texte doit passer par l'Assemblée nationale, ce n'est plus le peuple. Effectivement. Voilà, mais combien de temps faudrait-il pour que parallèlement, enfin, puisque le projet doit passer par l'Assemblée nationale, que le peuple ait le temps de se l'approprier? C'était ma question. Je crois que le président Talon a raté cette opportunité. Quand ça avait commencé avec la commission Djokbenou, en ce moment, on aurait pris du temps pour sortir, n'est-ce pas, le projet de
constitution et le peuple serait en train de s'approprier. Le peuple serait en train de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous voulons faire le vote, n'est-ce pas, de cette nouvelle constitution avec les questions clés qui préoccupent l'attention des gens? Parce que là où il y a les appréhensions, c'est surtout sur la question de mandat unique. Les gens seraient en train de faire cette appropriation en essayant de se dire, ah tiens, il a insisté, il a mis dedans la question de mandat unique. Et là, on va se poser d'autres questions. Est-ce qu'il veut faire avec l'un des fondamentaux qui sont interdits aujourd'hui, ou bien sur lesquels la conférence a dit qu'on ne reviendrait pas? On ne doit pas revenir sur un certain nombre de fondamentaux. Si l'un des fondamentaux est dans ce projet de révision, là on sera en train de se dire, ça veut dire qu'il faut bien régler la question avec les députés qui peuvent régler la question et dire, ok, nous votons avec, n'est-ce pas, l'un des fondamentaux, c'est-à-dire la question du nombre de mandats et de la durée du mandat. Ça fait un. Et lorsqu'on le ferait ainsi, le peuple verrait que dans ce cas, nous sommes en train d'aller vers une boîte de Pandore qui va s'ouvrir pour qu'on ouvre encore d'autres débats. Tous les débats clôturés vont revenir. La question de l'âge reviendra. Un certain nombre de questions pourront être sur la table et c'est sur la perception que les gens ont. Les questions, comme je l'ai dit, la forme, n'est-ce pas, républicaine, est-ce qu'on va revenir sur ça? Et la laïcité de l'État, l'atteinte à l'intégrité territoriale, le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois, on revient sur ça, la limite de l'âge et le type présidentiel du régime politique, ce sont les questions qui, aujourd'hui, dans la loi référendaire qui avait été votée, mais l'accent sur l'article 6, ne peuvent faire l'objet de questions à soumettre au référendum les options fondamentales de la conférence nationale de février 1990, à savoir, je l'ai dit, la forme républicaine, l'atteinte à l'intégrité, le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois, la limite de l'âge. On comprendrait donc dans cette vulgarisation que nous avons fait l'option d'ouvrir la boîte de Pandore et en ce moment, tout est permis. Est-ce qu'on va vouloir prendre ce risque? Alors maintenant, si l'option du chef de l'État est plutôt d'introduire au niveau de l'Assemblée une loi, une constitution qui ne comporte pas cet élément du mandat unique, le peuple verrait que, le chef de l'État a fait le choix. Tout est lié au chef de l'État. Le président doit honorer sa fonction politique et présidentielle en respectant sa parole donnée au peuple. Il a dit qu'il va faire un mandat. C'est très bien, c'est une bonne chose. C'est même si la révision le souhaitait, on pourra le faire. Mais il faut qu'on ait le document pour faire une appropriation, pour travailler sur le consensus national. Et jusqu'à quand il lui va sortir le document pour qu'on puisse venir maintenant à la question de temps. Le peuple va disposer de combien de temps pour faire cette appropriation? Ou on le fait parallèlement, c'est-à-dire en même temps que le peuple a, on soumet ça en même temps aussi au niveau des parlementaires et qui vont voir dans leur règlement intérieur quelles sont les options pour se pencher sur la question. Est-ce que c'est de façon ordinaire ou de façon extraordinaire? Quelles sont les chances des rencontres ou des possibilités que le Parlement se penche de façon extraordinaire sur la question? Est-ce que vous en êtes à penser comme certains que ce silence autour du texte, autour du projet, ce silence observé juste là, relève de la stratégie, d'une stratégie éventuelle du chef de l'État pour faire passer son texte? Je crois à la bonne foi du chef de l'État et de tous ceux qui l'entourent. Il ne faut pas toujours créer ce qui n'existe pas. À quelle stratégie? Moi, je pense qu'il a eu le temps, tout le temps qu'on a mis pour pouvoir faire le déguerpissement des gens dans la rue, tout le temps qu'on a mis pour faire un certain nombre de choses. Pourquoi on n'a pas enchaîné? Pourquoi la commission Diogène n'a pas enchaîné en même temps? C'est là où j'ai dit qu'il a perdu le temps. Il a perdu une chance d'avoir un consensus national autour de son projet. Ça peut être avec le mandat unique ou sans le mandat unique. Mais on saura qu'il a continué. Moi, je ne parlerai pas de chance. Mais je dirais, je ne parlerai plutôt de stratégie. Mais je dirais en fait que certainement il est en train de mûrir la question. Et qu'il est même à l'écoute du peuple. Si la tentation est d'aller vers le mandat unique à constitutionnaliser. Lorsqu'il écoute les gens, il a vu le rapport qu'on lui a fait, on a même mis l'accent sur l'appréhension que la plupart de ceux qui étaient dans cette commission avaient par rapport à la question. Et que si on devait parler du mandat unique. Oui, absolument. S'il devait aller au mandat unique, il devrait donc se dire, ah tiens, si c'est ma préoccupation, si c'est mon souhait, si c'est un souhait qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, monsieur le chef de l'État, laissez tomber et allons avec élégance à la modification. Il a donné la preuve que
ce que les autres présidents n'ont pas pu faire, notamment dans les découpages. Quand il est venu, il a galopé sur cette affaire-là. Pourquoi ne va-t-il pas galoper? Pour qu'en son temps, on puisse dire, on a voulu modifier la Constitution depuis le temps, on a voulu réviser. C'est au temps du président Talon que nous avons pu le faire. Il n'a qu'à laisser tomber ce qui a plus d'appréhension. Ou il le propose et nous sommes là, on va traîner les pas, on va pouvoir peut-être pas réviser. Ou on pourra le faire aussi. Mais en parlant de stratégie, je ne sais pas de quoi vous l'appelez pas. Justement, parlant de stratégie, d'aucuns estiment qu'aujourd'hui, il a comme une fixation sur le mandat unique, alors que, eh bien, c'est des pièges que cela recouvre plutôt. D'autres choses, comme vous l'avez dit tantôt, qui sont introduits dans un projet éventuel à envoyer à l'Assemblée nationale, d'autres pièges qu'on aurait introduits, n'est-ce pas, en détournant l'attention par le problème de mandat unique. Je crois que c'est une fierté pour lui de dire un jour, c'est le président Talon qui a insisté sur la révision de la Constitution, et dans l'Afrique, en Afrique, partout, le Bénin a initié le mandat unique. Mais pour quelle fin? En réalité, je sens qu'il y a une contradiction permanente dans la volonté du chef de l'État de bien faire et de faire du beau et du durable, mais en même temps, on sent qu'il veut avoir cette fierté d'avoir initié le mandat unique. Qu'est-ce que ça nous apporte? Tout à l'heure, je vous ai posé une certaine autre question. En fait, vous-même, personnellement, votre avis, c'est que vous êtes contre le mandat unique? Absolument. Absolument, et nous avons pu le dire. Mais s'il le dit et nous motive, si les députés qui nous représentent sont motivés et votent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que, en fait, c'est la crainte que nous avons, je vous l'ai dit tantôt, c'est la crainte d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire, lorsqu'on va au Parlement avec la question du mandat unique, qui fait partie des fondamentaux qu'on ne pourra pas changer, est-ce que ça n'ouvre pas la boîte de Pandore sur la forme républicaine et la laïcité de l'État? Est-ce que ça ne portera pas, amènera pas les gens à réviser la question de l'âge? Parce qu'il y a des gens qui sont encore là et qui sont frappés par les conditions d'âge et qui sont encore très forts et qui voudraient bien revenir. Est-ce que les gens ne vont pas ouvrir les parenthèses? Est-ce que cette question-là n'est pas réglée par la Cour constitutionnelle elle-même? Est-ce que la Cour constitutionnelle... Mais c'est justement ce qu'il faut craindre. Il faut craindre que si l'un des fondamentaux est dans le document apporté au niveau de l'Assemblée, même si les députés votent, quelle va être la réaction de la Cour constitutionnelle par rapport à ce que cet article-ci de la loi référendaire dit ne peut faire l'objet de questions à soumettre au référendum ou à des options au niveau des parlementaires. La forme républicaine, je le répète, les questions de l'âge, le mandat présidentiel. Si un seul fondamental est touché, les autres fondamentaux sont fébriles, sont vulnérables. Et ça va être un problème. Le type de régime présidentiel, je pense qu'il ne faut pas courir le risque de faire voter par la voie parlementaire, ou par la voie référendaire. Ça dépend du quota, en fait, des résultats qu'on aura, 3 quarts ou 4/5, pour que la Cour constitutionnelle dise cette révision ne passe pas. On aura échoué. On n'aura pas pu véritablement faire quelque chose pour faire avancer le Bénin. Et je pense que tel qu'il est en train de s'organiser, le chef de l'État et son gouvernement, tel qu'ils sont en train de s'organiser, il faudrait envisager dans la durée le projet pour qu'en venant au niveau de l'Assemblée, on puisse avoir déjà, disons, même les 4/5 en même temps. Il faut l'envisager. Et l'une des chances pour avoir la révision de cette Constitution, c'est de supplier le chef de l'État de laisser tomber cette affaire de mandat unique. En fait, vous auriez aimé qu'il fasse le choix de la voie parlementaire plutôt que de la voie référendaire? Non, c'est le peuple qui décide. En réalité, les tests disent que pour aborder n'importe quel changement, il faut soumettre un projet. Pour aller devant le peuple, il faudrait que, pour aller vers la voie référendaire, il faudrait que les parlementaires ne soient pas convaincus. Ça veut dire qu'ils ont voté aux 3 quarts. S'ils ont voté aux 3 quarts, ça va directement à la voie référendaire. Et quand on va avoir la voie référendaire, il y a encore le risque que nous allons devant le peuple et le peuple peut dire oui, le peuple peut dire non. Mais en même temps, ça va être onéreux encore. Ça veut dire qu'il faut s'apprêter à demander près de 7 milliards ou 10 milliards ou 12 milliards pour que... Est-ce que économiquement,
Nous avons les ressources pour le faire. Est-ce que... Entre l'économie que vous craignez, la légitimité du peuple, vous avez carrément fait le choix de l'économie, c'est cela? Non, je vous ai posé plusieurs questions. J'ai posé plusieurs questions. J'ai dit, si la voie parlementaire va être privilégiée, ça veut dire que les députés sont convaincus et ils ont voté au 4/5e. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de référendum. OK. Mais lorsqu'on va vers le référendum, ça veut dire déjà qu'au niveau des députés, il n'y a pas eu la conviction nécessaire. Le test n'a pas pu recueillir. Le test n'a pas recueilli les 4/5e. Et si ça n'a pas recueilli les 4/5e, ça pose déjà un problème de méfiance. Ça pose un problème de suspicion. Ça pose un problème, n'est-ce pas, de rejet. Et le rejet peut être corroboré encore devant le peuple, mais avec la souffrance qu'on aura encore dépensée. On aura dépensé pour avoir un oui ou un non, mais beaucoup plus un non davantage au niveau. Si les députés, qui sont les représentants du peuple, disent on n'est pas convaincu, bon, on le fait aux 3/4. Bon, on est d'accord, mais il faut que le peuple juge. Et on envoie au niveau du peuple. Le peuple dit, cette affaire-là, vraiment. Et le contexte que nous traversons aujourd'hui n'augure pas d'une situation heureuse, il faut qu'on le dise, d'une possibilité d'un lendemain heureux pour la révision si ça passe au référendum. Gustave Assar, dans cette polémique sur la révision de la Constitution, notamment alimentée par, je le disais tantôt, cette réunion de Dassa, vous avez sorti, vous avez vous avez organisé une conférence de presse pour appeler à la veille. Était-ce si nécessaire? Absolument. D'abord, sur la conférence de Dassa, il y a trop de choses qui se disaient. Et nous sommes déjà sortis une fois dans la semaine parce que je crois qu'il y a un faux procès qui se faisait pour la FCBE sur cette question de, je dirais, à certains partis politiques, pour ne pas parler de FCBE tout court, et sur des comportements. Moi, je pense que, je l'ai dit tantôt, les FCBE n'ont aucun intérêt de se laisser acheter, puisque c'est l'expression qui était pour pouvoir favoriser la réussite de la révision de la Constitution. La question tout de suite, c'est pourquoi Gustave Assar défend les FCBE ou défend les députés qu'on soupçonnerait d'être corrompus? Moi, je pense que si on doit lutter contre les corrompus dans ce pays, nous sommes les premiers. Mais en même temps, il faut que l'histoire, qu'on retienne, que l'on n'oublie pas, que l'on tire leçon de l'échec de Kérékou, je l'ai dit, et qu'on tire leçon de l'échec de Yahya Boni dans la volonté d'aller réviser la Constitution. Ce qu'on reprochait particulièrement à Yahya Boni, dont les FCBE étaient autour, c'était qu'il voulait une révision avec la possibilité d'une nouvelle république. Mais voilà ceux-là qui voulaient la révision. Et avec tout l'effort que Yahya Boni a fait pour démontrer qu'il ne voulait pas, n'est-ce pas, une nouvelle république, nous-mêmes on était convaincus que c'est peut-être un jeu qu'ils voulaient faire pour revenir au pouvoir. On était très convaincus. Et aujourd'hui, ceux-là, ils ont la révision encore en face. Ceux qui voulaient la révision, doivent-ils se faire motiver d'abord avant de faire, n'est-ce pas, la révision? Mais on est sur le terrain politique. On est sur le terrain politique. Ça, c'est des enjeux politiques, c'est vrai. Mais en même temps, eux, ils voulaient la même chose. Le président actuel vient et confirme qu'il veut aussi, mais il donne la preuve que ce n'est pas parce qu'on veut une nouvelle république. Ceux-là, en principe, il faudrait... devrait adhérer naturellement. Ils devaient adhérer naturellement. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la bonne foi de ceux-là qu'on incrimine par hasard et qu'on insulte parce qu'il faudrait le dire. Moi, j'étais très perplexe sur cette question d'acheter, n'est-ce pas, les députés. Et j'ai fait référence dans mon document, comme vous l'avez lu, j'ai fait référence à deux choses. Le président de l'Assemblée a dit qu'il faut en finir avec les télécommandes. Le chef de l'État, dans le discours, n'est-ce pas, à la nation, lorsqu'il prenait à son investiture, dit il faut aussi finir avec l'influence de l'argent dans la gestion du pouvoir et donc des différentes élections. Oui, mais est-ce que vous ne prenez pas trop vite comme argent comptant les propos, les déclarations des acteurs politiques? Pour nous, c'est un préalable. Et c'est un engagement. Et maintenant, si trahir cet engagement, c'est un problème. Donner 100 millions à chaque député aujourd'hui équivaudrait à 800 mois de salaire à un agent béninois qui gagne, n'est-ce pas, disons 125 000 francs. Mais ce ne serait pas la première fois. Non, mais en fait, c'est surtout pour ça. Et ne méprisez pas le contexte actuel. Si le président Talon a 100 millions à donner à chaque député, pourquoi il ne le met pas dans les emplois obligataires? Pourquoi il ne le met pas ailleurs? Pourquoi il n'investit pas ailleurs? Et c'est là où nous nous apprêtons pour avoir les preuves suffisantes pour parler et lutter contre ça. C'est pour ça que nous sommes sortis justement, pour que
nous ayons des traces et la possibilité de la bonne gouvernance et donc de la gestion saine du pouvoir public. Et nous pensons que notre sortie, comme vous l'avez si bien dit, il était opportun pour nous d'anticiper, d'être proactifs sur les différentes lois qui vont être votées pour que DASA génère des lois non liberticides et que DASA génère des lois pour la gouvernance des marchés publics afin que nous puissions véritablement prouver aux yeux du monde que des tests existent. La Constitution autorise beaucoup de choses, mais nous n'avons pas pris des tests de loi et des tests d'application de beaucoup de choses. C'est important de qualifier ça et nous avons particulièrement apprécié que les députés se retranchent pour réfléchir sur les questions pour qu'il n'y ait pas des débats inutiles, des débats houleux lors des votes à l'Assemblée. Mais ça, c'est une pratique parlementaire, ils l'ont toujours fait. Oui, mais cette fois-ci, ça a été davantage remarqué. On ne l'a pas souvent remarqué comme on le remarque maintenant. À cause du contexte, à cause de la polémique. Exactement. Absolument. C'est pour ça que les gens font des amalgames. Je souhaite que les gens ne fassent pas d'amalgames. C'est ce que justifiait notre sortie. Mais en même temps, on a insisté pour demander aux députés de veiller à ce qu'on ne vote pas des lois liberticides, de veiller à ce que la gouvernance des marchés publics, au cœur, n'est-ce pas, des débats actuels et au cœur des investissements qui nous attendent. Lorsque vous prenez le péage, c'est un péage de marché public. Et donc, nous voulons que les tests qui vont être pris, les lois qu'on va voter là, que les députés veillent à cela pour qu'on n'ait pas, n'est-ce pas, des tests qui vont peut-être nous créer des ennuis après. Et vous pensez avoir eu un bon écho après cette sortie médiatique? Ben absolument, oui. On comprend que les gens veulent toujours susciter des ennemis au président Patrice Talon. J'ai lu quelques commentaires, mais j'ai vu aussi d'autres commentaires de députés qui ont dit « Ah ben oui, c'était bon, de toutes les façons, nous allons même le faire comme on a pu faire pour la loi sur, l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, notamment pour augmenter, le nombre de femmes et parlementaires. » Il y a eu une sortie qui a été faite encore par les députés après DASA, ils étaient à Agoué, pour décider de combien il faut désormais que les femmes soient et les principes qu'il faut mettre, le mécanisme à adopter pour que les femmes soient nombreuses désormais à l'Assemblée. Parlons donc de corruption dans ce milieu. Vous avez dit tantôt que certains n'ont pas de raison d'être touchés par de l'argent avant d'agir, mais est-ce que Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et ce que tout le monde devrait observer. Mais est-ce que vous avez l'habitude dans votre veille de discuter avec des députés, de discuter avec ceux qui ont l'habitude du Parlement? Pour vous, est-ce une réalité fiction, pour parler ainsi? Je crois que nous avons toujours tenté de comprendre comment ça se passe. Parfois, comment le vote passe. Mais parfois, les députés sourient. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont en face de société civile, peut-être qu'ils cherchent des éléments pour les attaquer. Et vous comprenez que dans ce sens-là, ils ne pourront jamais vous dire exactement ce qu'il y a. Et nous ne cherchons pas plus. Et c'est parce que parfois, lorsqu'on sent ça... Mais c'est un sourire révélateur, alors. Je ne saurais le qualifier. Vous comprenez? Le plus important pour nous, c'est que nous ayons la possibilité de réviser, n'est-ce pas, ce qu'on aurait pu faire. Le président Talon a raté, que les députés ou le peuple lui offrent, n'est-ce pas, comme un premier cadeau d'anniversaire, le vote de la Constitution, la révision. Apparemment, vous avez l'agenda, vous êtes dans le secret de l'agenda. Non, j'ai dit, le président a raté l'occasion. Je ne sais pas si ça va se passer. Parce que dans ce délai, et si on trouve un peu ce que le règlement intérieur dit des séances ordinaires, des séances extraordinaires, est-ce qu'ils ont encore la chance des séances extraordinaires? Est-ce qu'il a la possibilité d'introduire un document qu'on n'a pas encore vu et que le peuple n'a pas encore vu? À quel niveau il y a eu le consensus? À quel niveau il y a eu un élément contraignant pour pouvoir faire attention aux fondamentaux aussi? Je pense qu'il y a tout ça. Et les conseillers qui sont autour du chef de l'État pourront davantage faire pour que nous ayons finalement, sous son mandat, le vote de la révision. Le grand rendez-vous. Alors, une autre décision, cette fois-ci de la Cour constitutionnelle qui a fait débat cette semaine, c'est au sujet donc de la loi sur les PPP, le partenariat public-privé. Eh bien, la Cour constitutionnelle estime, fait constater au peuple que
le gouvernement, le chef de l'État n'a pas respecté la procédure, que, eh bien, il n'aura pas attendu l'avis de la Cour constitutionnelle avant la promulgation. Pour certains, c'est une faute banale, une faute à la limite bête, pour parler trivialement. Je pense qu'on reprochait à l'ancien gouvernement, à l'ancien chef d'État de se précipiter sur des choses et d'aboutir parfois à des erreurs de ce genre. Et c'est ça que nous voulons aussi peut-être dire. Il faut même rappeler la bataille de Social Watch avant le vote de cette loi soumise au Parlement. On avait des inquiétudes, on avait des appréhensions et qui malheureusement n'ont pas raté. Lorsqu'on parlait de Morphodis, nous avons pu révéler et sortir une déclaration pour dire qu'il y avait quelques éléments, notamment il n'y avait pas des décrets d'application, il n'y avait pas le décret de création du centre d'appui au PPP et qu'il fallait véritablement... Qu'on avait mis la charrue avant les bœufs. Exactement, on ne peut pas donner une instruction à 3 ministres de prendre faire un contrat avec Morphodis sur une loi qui est au cœur des partenariats publics-privés et qui doit permettre de booster, n'est-ce pas, le partenariat public-privé quand il y a encore des éléments qui n'ont pas été finis. Nous avons été très heureux que la semaine qui a suivi, même si le gouvernement se préparait avant, on a compris que le gouvernement était à l'écoute du peuple et a compris que la société civile avait fait le choix d'aider le gouvernement à voir ce qui ne va pas. Et une semaine après, les décrets d'application ont été pris. La loi PPP qui devait consacrer la création d'un centre. Un décret a été pris également, pour ne citer que ça. Et nous étions aussi heureux que nous avons réécrit, puisqu'on a écrit, pour pouvoir présenter nos félicitations. Ce qui veut dire que, sur ce qui s'est passé, la Cour constitutionnelle a répondu à une question préjudicielle. Et cela est d'autant plus important que lorsque le contrôle de constitutionnalité, le recours au contrôle de constitutionnalité est brimé, il me semble qu'on s'en va encore mettre en place un dispositif qui peut souffrir d'inconstitutionnalité dans les contrats et dans les comportements. Avec le souhait que nous avons, la bonne foi du gouvernement à aller véritablement sur ce chantier du partenariat public-privé qui est une véritable soupape pour le développement des entreprises et le développement économique de notre pays, il est heureux que l'on puisse faire cet arrêt. Ce n'est qu'un arrêt. Moi, à mon avis, je ne parlerai que d'arrêt pour la régularisation. Et je pense que la loi votée n'est pas certainement passée par le contrôle de constitutionnalité avant d'être promulguée par le président de la République. Ce dernier a donc violé cet article qui, aujourd'hui, pour nous, peut être revu. Le gouvernement peut donc rectifier le tir. Je pense que ce n'est pas compliqué. Et le gouvernement, sur le cas que nous avons posé, a montré sa bonne foi, sa bonne volonté à régler ça. On peut se tromper de bonne foi. Mais cela traduit vraiment un état d'esprit de l'exécutif, l'expression de l'impunité ou de trop de facilité. On peut faire ce qu'on veut quand on veut, mais en même temps, il faudrait faire les choses avec élégance et utiliser le recours nécessaire ou les dispositions pratiques pour pouvoir le faire. Si le gouvernement venait à se conformer à cette règle, je pense que la Cour constitutionnelle ferait son contrôle approfondi. Nous verrons alors ce qu'il en est. En réalité, il est important de faire ce témoignage-là, quoi. Mais est-ce qu'en temps le mal n'aura pas été fait? Est-ce que le pays va sortir sans perdre un peu de poil? Quand je parle ainsi, je fais notamment allusion aux investisseurs. Est-ce que ce n'est pas de quoi les rendre frileux? Tout ce qui est là, c'est le témoignage d'une grande instabilité juridique pour la sécurité des investissements. Lorsque la Cour constitutionnelle réagit comme ça, les investisseurs vont s'arrêter un moment. Elle aurait dû ne pas réagir? Non, c'est pour dire que la Cour a raison de le faire pour aider notre pays à mieux faire. Et le travail du gouvernement n'est pas compliqué. Voici ce qu'on a sorti, on a promulgué ça, on n'avait pas requis le contrôle de constitutionnalité. Voici, on dépose sur votre table maintenant. Mais tout ce que ça peut faire de mal, c'est que ça peut ralentir l'élan des entrepreneurs qui sont en train de contracter actuellement. Et ils peuvent se poser alors la question, il vaut mieux attendre que ce document principal dans les accords, dans les contrats, que ce document principal soit le repère, le bréviaire, comme on dit, pour toutes les rencontres qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut que les populations comprennent que le gouvernement peut rectifier le tir,
le gouvernement peut toujours continuer dans sa bonne foi de mettre en place les dispositions nécessaires pour qu'un partenariat public-privé soit plutôt les soupapes de la sécurité des entreprises et du développement économique. Oui, mais est-ce que ce n'est pas fatal, malgré tout ce qu'on dit, lorsqu'on sait que si le gouvernement, certainement, a dû escamoter cette étape, c'est parce qu'il est pressé parce que le mandat n'est que 5 ans et que Patrice Talon n'entend pas le renouveler. Est-ce que, finalement, en voulant peut-être vite faire, on fait mal. On n'a pas fait mal, si mal que on risque de rater beaucoup de choses. Je le dis parce que le PAG, par ailleurs, repose énormément sur cette loi. C'est ça que je vous dis, pour dire que, en fait, si le PAG repose essentiellement sur ces questions, on peut vouloir vite faire et mal faire, c'est le cas. On peut vouloir vite faire et compromettre même les perspectives heureuses, attendues, parce qu'il a le souci de faire le bien, le beau et le durable. Qu'il le fasse en tenant compte des étapes, qu'il le fasse avec élégance, qu'il le fasse avec les recours qui existent, afin de s'assurer. C'est aussi une mesure de sécurité, parce que je peux poser des actes aujourd'hui qui ne sont pas dans la sécurité, parce que simplement les étapes auraient été escamotées. Maintenant, si tous ces techniciens-là sont autour de lui, c'est la question que nous on se pose au niveau de la société civile. Si tous ces techniciens-là sont autour de lui, si ces agences performantes-là sont autour de lui, et on fait ces erreurs, nous sommes inquiets. Non, justement, là-dessus, à ça, beaucoup ont posé cette question basique. Le chef de l'État n'a-t-il pas de conseiller juridique? Comment tombe-t-il dans de telles erreurs basiques? Mais je vous reposer la même question puisque je l'ai posée. Il dit, mais au nom de quoi ces étapes ultimes peuvent-elles être, n'est-ce pas, escamotées pour une gouvernance qui se veut responsable, durable, appréciable? Je pense qu'il y a des erreurs intolérables. Ce n'est pas possible, ça ne ressemble pas à Patrice Talon, chef d'entreprise, c'est ce que je vais dire. C'est pas du tout ça. Mais alors si ça peut se passer une fois, que ça ne se passe plus. Mais je crois qu'il faut qu'il rectifie ça aussi, qu'il y ait la rupture à ce niveau. Mais qu'on regarde bien les choses, qu'on regarde les étapes et qu'on n'enfreigne plus, qu'on n'escamote plus. Nous ne sommes pas d'accord, c'est ce que je veux dire. En fait, parce qu'en réalité, cette affaire-là, les 90% du PAG, c'est des infrastructures, c'est des réalisations, c'est des marchés en BOT. Tout ça là, au cœur de ces passations de marché, au cœur de tous ces contrats, c'est le PPP. Et donc, je crois qu'il a bien fait de vouloir finir et de sortir cette loi qui était déjà en ligne de construction avec l'ancien régime. Et maintenant qu'il a pu le faire, ça fait partie donc des choses qu'il a certainement réalisées, mais qui souffrent encore, n'est-ce pas, de ce que nous voyons. C'est pourquoi nous invitons à corriger le tir, à ne pas aller trouver dans tout ce qui se passe, n'est-ce pas, des ennemis au régime, non. Il n'y a pas à aller trouver que quelqu'un veut ralentir l'élan du chef de l'État, non plus, que le chef de l'État reconsidère le dispositif autour de lui et que les gens se prennent plus au sérieux autour de lui. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux, je m'en excuse, mais je pense qu'il y a à considérer que les sécurités, les soupapes nécessaires, les stabilités juridiques pour les investissements dans notre pays sont à rassurer. Alors, je ne vais pas donner l'antenne aux auditeurs sans vous poser cette dernière question. Nous n'allons pas quitter la Cour constitutionnelle. On aurait attendu les acteurs de la société civile sur la question, mais en vain. Le président de la République a acheté un domaine de l'État. La Cour constitutionnelle l'a autorisé, alors que la loi qui donne cette possibilité-là au chef de l'État et au ministre, cette loi n'existe pas. Alors, on n'a pas vu les acteurs de la société civile sur une question aussi cruciale. Non, comprenez aussi qu'on ne peut pas se pencher sur toutes les questions. C'est une petite question? Non, vous l'appelez petite, hein? Non, je demande si c'est une petite question pour que vous... Non, ce n'est pas une petite question. C'est pour vous dire en réalité que dans les investigations sur des sujets que nous avons, vous avez la possibilité de sortir tous les jours et sur tous les sujets au point même de vous rendre vulgaire, au point même de vous rendre, comment on appelle, incompréhensible. Les investigations prennent beaucoup de temps. Lorsque vous avez le sujet, vous ne pourrez pas savoir combien de coups de fil nous recevons, combien de personnes nous recevons dans nos bureaux sur des sujets. Et parfois, les questions, j'avoue que sur cette question, sociologue ne s'est pas réuni pour
parler de ça. Et je pense que si la loi n'existe pas, et au nom de quoi la Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle a autorisé, bon, je pense que ça veut dire que l'acte est constitutionnel. Si la Cour, c'est la Cour constitutionnelle qui est la loi maintenant? Non, si la Puisque la loi, la Constitution dit que... Est-ce que l'acte est constitutionnel? Voilà, la Constitution dit, je vous en prie, que c'est autorisé au cas où la Cour constitutionnelle l'autorise et selon ce que prévoit la loi. Et selon ce que prévoit la loi. C'est-à-dire la Cour elle-même aurait dû faire référence à la loi. Ah, ok, vous voulez dire que la Cour a fait une erreur? Non, je vous pose la question à interpréter. Vous et moi, nous sommes limités dans l'analyse de ce problème. Non, on a les éléments en face. Non, les éléments que vous avez vous permettent de dire que le chef de l'État ne peut pas acheter ce domaine. Mais il a reçu une constitution, il a reçu l'autorisation de la Cour constitutionnelle qui devrait se référer à une loi qui n'existe pas. À mon avis, il n'y a pas de débat. Il faut continuer les perspectives à ce niveau-là. On a entendu certains acteurs dire, j'ai entendu, pour le citer, par exemple, Paul Issaïko parler de ce qu'il a beaucoup de nos administrations qui sont donc en location et qu'on ne peut pas se permettre cela, que le chef de l'État puisse acheter le peu qu'on a encore de domaine public là. La question se pose effectivement sur... Et par ailleurs, si chaque chef d'État devait venir acheter un domaine de l'État, on n'aura plus de domaine public finalement. Les questions sur lesquelles nous on a commencé par réfléchir, c'est deux choses. En fait, c'est l'objet et les raisons, peut-être, les motifs d'achat de cet espace pour loger comment on appelle les autres qui vont venir. Et quand on sait qu'il y a les hôtels dans ce pays, je ne sais pas quels sont les autres qui vont venir, qui vont faire 4 ans ou 5 ans et il faudrait les loger sur une superficie comme ça. C'est la question qu'on se pose. Deuxièmement, il y a tellement d'infrastructures hôtelières et pour un chef d'État, je crois que les prérogatives existent aujourd'hui pour que des gens soient logés dans des conditions. Et donc, nous, on n'a pas cru à ça. Ça fait un. Deuxièmement, on a un problème aujourd'hui sur le coût très élevé des locations des infrastructures pour loger l'administration publique, autant que faire se peut pour régler des questions, pour, loger des bureaux par-ci, par-là. On a dénoncé cette question, on a demandé qu'on fasse l'état des lieux. On avait fait un recensement des domaines publics qui étaient utilisés jusque-là ou habités par des publics ou bien par des privés ou par des personnes qui ne payent pas, ou des locations, des bails qui ont été faits avec un coût très inférieur qu'il faudrait réviser aujourd'hui. Vous avez les domaines au niveau vers la plage de Fijocé, vers les Rivan et consorts, où les gens sont dessus et ont loué ça auprès de l'État à 500 000 francs, par exemple, mais ne prennent des millions sur ces espaces-là, les mètres carrés, ou je ne sais pas. C'est un problème. Il faut faire l'état des lieux et retourner à l'État les espaces publics pour que l'administration publique n'aille plus faire des locations auprès des gens qui sont aussi de l'administration et qui cautionnent ça parce que c'est leur manière de tricher avec l'État et de gagner l'argent, n'est-ce pas, sur le dos de l'État doublement. Parce qu'ils utilisent ces espaces qu'ils louent à l'État avec des surfacturations, avec des avantages qui leur reviennent et ce n'est pas possible. Au moment où on fait l'état des lieux, où l'État est en train d'aller louer, c'est normal, comme vous le dites, qu'il faut retourner à l'État les espaces publics, je dirais les lieux et les domaines publics, les bâtiments publics, les infrastructures publiques, pour que l'État s'en serve, afin qu'on diminue, n'est-ce pas, les coûts des locations et qu'on rectifie tous ceux qui ont fait des bails et qui sont dépassés depuis des millénaires. Eh bien, l'antenne va être à présent aux auditeurs qui peuvent nous appeler aux deux numéros qu'ils connaissent, le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Quelques difficultés, nous allons devoir revenir dans ce studio, Gustave Assar, pour répondre à ces différentes questions de ces auditeurs en attendant. Ok. Merci beaucoup pour les auditeurs. Je les remercie pour les constats faits de nos différentes sorties. Merci beaucoup. La première question, est-ce que je suis rouge ou noir? Ni l'un ni l'autre, ni rouge ni noir. Je suis société civile, je sors, je fais des observations, j'anticipe, je fais de la proactivité et j'insiste sur ce qui ne va pas afin d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas. Rappelez-vous que Social Watch a pour mission, n'est-ce pas, de conduire des initiatives
pour le suivi des politiques afin que nous puissions réduire la pauvreté et que nous puissions agir, gens sensibles autour donc des questions où nous recherchons le consensus national et le consensus citoyen sur des questions clés. Ce qui veut dire que nous sommes très ouverts au niveau de chaque régime pour pouvoir apporter nos contributions. Ce qui veut dire en fait qu'il est important que lorsque la couleur rouge apparaît, vous puissiez comprendre en son temps que nous sommes dans une démarche, non pas dans une démarche frontale contre le gouvernement parce qu'il faut être toujours contre le gouvernement, il faut être arrogant contre le gouvernement. Non, nous n'avons pas cette option-là. Dans une démarche noire parce que lorsque nous percevons que les issues qui sont attendues d'un tel ou tel comportement, d'un acte qu'on veut poser ou bien des dispositions qu'on veut prendre n'augurent pas d'un lendemain meilleur, nous devenons noirs en ce moment-là. Mais nous sommes dans des perspectives qui, aujourd'hui, doivent montrer qu'il y a des gens dans le pays qui comprennent, qui voient et qui, en même temps, attirent l'attention des gouvernants pour que nous ayons une gouvernance participative, une gouvernance inclusive qui intègre la dimension de l'humain et de l'être que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que nous nous inscrivons dans une logique d'un bonheur durable pour ce peuple. Et vous allez sentir que chaque dirigeant qui vient n'a jamais l'option de faire du mal pour le peuple. Et donc, quand vous parlez de jusqu'à combien, n'est-ce pas, votre bonheur va durer, votre bonheur va durer. Ça prend du temps. Tel que le président l'a dit, je ne le répète pas pour le répéter, et dit qu'il y a encore la marmite au feu et qui bouffe encore, n'est-ce pas, qui mijote. Et lorsque ça va finir, on pourra partager. Mais je lui ai dit en même temps, à ce moment-là, que ça mijote, c'est sûr. Mais on se rend compte que ça prend du temps. Et c'est vrai. Et il a dit que quand on souffre, on a l'impression qu'un jour là, c'est comme 1000 jours. Mais en même temps, il y a les réalités qui nous rattrapent. Il y a la souffrance qui est là. Il y a le social qui nous empêche aujourd'hui. Et que le chef de l'État comprenne que pour tout le temps de réflexion que ça prend, ça dérange déjà. Les gens souffrent. La souffrance est ambiante. Et lorsqu'on ajoute à ça tout ce qu'on perçoit des méthodes qui sont utilisées, je ne suis pas contre les déguerpissements, je ne suis pas contre les arrestations, mais je pense qu'il y a une manière de gérer ça qui n'avait pas anticipé sur les faits. On n'avait pas anticipé, on n'avait pas prévu. Dans les règles de l'art, on ne peut pas affamer le peuple. Les méthodes de l'art contribuent à davantage affamer le peuple et nous crions au secours. Le secours, en réalité, c'est qu'on essaie de voir. Quand le chef de l'État disait que ça va être un mandat, n'est-ce pas, dans son programme de société, que ça va être un mandat, je le répète ici, le mandat présidentiel devra être un mandat de rupture, de transition, mais de relance économique et de réforme notamment politique afin d'impulser une nouvelle dynamique. Où est la relance économique? Qu'est-ce qu'on injecte dans la population? Qu'est-ce qu'on permet aux uns et aux autres de faire? On a dit au nom de l'espace public qui est occupé, on a dit qu'il faut chasser les bonnes dames qui sont dans la rue. On les a relogées où? Et avec quoi ils vont nourrir? Est-ce que vous savez que ce sont ces mamans-là qui nous entretiennent à l'université, qui vendent des abobo, là, abobo et molikun là, qui nous envoient à l'université? Mais au nom de quoi ça s'est passé? Et on est resté encore tranquille. Ça prend du temps, monsieur le chef de l'État. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir relancer l'économie. Ça prend beaucoup de temps pour que les plus pauvres aient quelque chose. Faites quelque chose pour les plus pauvres. Faites quelque chose pour les plus pauvres, monsieur le chef de l'État. Et ça va durer combien de temps? On ne sait pas encore. Pour Mathieu Holon, ou bien Hoton. Mais vous n'avez pas répondu à toutes les questions d'Eugène. Eugène a dit... Il parle de l'agression d'un président de parti politique. En effet, oui. Il n'a pas vu votre sortie. Non, j'ai vu, mais je n'étais pas au Bénin. J'avoue que je n'étais pas au Bénin. Et puis, je me méfie un peu aussi de tout ce qui sort par WhatsApp. Pour le moment, ce n'est pas par WhatsApp que j'ai eu cette information. Et tout ce que je fais, c'est d'appeler les gens. Je suis en train d'appeler les gens pour me rendre compte de l'évidence de cette agression. Donc, je ne peux pas faire une sortie sur ce sur quoi je n'ai pas enquêté et je n'ai pas investigué. Je m'en excuse, on va certainement en parler. Mais je voudrais aussi vous dire qu'on ne sort pas sur tout. On ne sortira pas sur tout. On ne pourra pas tout dire. On n'est pas là pour tout dire. Mais en même temps qu'on ne le dit pas, il y a des documents qu'on envoie au niveau de l'exécutif. Il y a des contacts qu'on essaie de prendre en vue de mieux comprendre
pour poser les actes qu'il faut afin d'avoir les informations. Parce qu'en fait, on nous reproche parfois que nous sortons et nous n'avons pas toutes les informations avant de sortir, ce qui est normal. Mais il faudrait sortir, il faudrait tisser une relation, créer un espace de dialogue sur les grandes questions, sur les grandes décisions et demander que le chef de l'État et son gouvernement comprennent que nous sommes dans une logique d'une gouvernance participative. La main sur le cœur, et est-ce que je peux dire qu'il y a séparation du pouvoir? Je pense que ce que les textes disent, d'abord pour pouvoir les avoir, il faudrait en arriver à la révision de la Constitution. Il faudrait poser des actes. Mais on observe, on regarde qu'on a effectivement, fait l'option d'une communication. Ça se corrige un peu maintenant. Au départ, on avait même dénoncé l'opacité de ce gouvernement qui ne communiquait pas réellement et en temps réel sur un certain nombre de choses. On les voyait seulement tomber bing, comme ça. Là. Pour le moment, je pense que, par exemple, le Conseil des ministres est un peu plus clair. Il y a des documents qui sont désormais accessibles. Je crois qu'on salue, mais si on peut davantage faire plus que ça, ça va être assez bien. Est-ce que les libertés sont respectées? Bon, à des niveaux donnés par rapport au sujet que nous avons évoqué, il y a des espaces de restrictions qui apparaissent dans la présente gestion et qui aujourd'hui sont à dénoncer. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, je suis sur Soleil FM pour pouvoir parler de comment on appelle, de la télévision qui est restée fermée jusque-là. Et je pense, et j'ai situé les niveaux de responsabilité, c'est un élément qui alimente un indicateur assez grave pour le Bénin en matière de liberté d'expression quand on en vient à fermer des médias et à clôturer, n'est-ce pas, des espaces de communication et d'échange avec le peuple. Il faudrait y réfléchir pour voir quelles sont les mesures conservatoires, comme il a été dit, comment, au-delà de ces mesures conservatoires, on peut ouvrir le dialogue, régulariser les choses, comme j'ai demandé à Soleil, comment on appelle à la télévision, comment vous appelez? CK TV, là, de régulariser les choses, de demander à voir la convention, pour qu'on comprenne, parce que de part et d'autre, chacun avance des arguments. Je ne les appellerai pas prétexte, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut véritablement aller au-delà de tout ça là. Et sur le PAG, qui est un programme très ambitieux aujourd'hui, nous l'avons vu, au-delà de ce que les documents contiennent, il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, c'est 2017-2018, pour la voie de, comment on appelle, que vous avez évoqué, et par rapport aux voies de Cotonou, je crois qu'il y a des priorisations qui sont faites, et ça, ce sont les prérogatives, n'est-ce pas, de ceux qui gèrent et qui gouvernent, et ils peuvent décider de où ils font et où ça commence. Mais je pense que ce n'est pas parce que forcément on ne veut pas faire quelque part et on veut faire quelque part d'autre. Non, je ne pense pas. Il faut intégrer les programmes d'action. Il faut revoir un peu les PAP. Il faut revoir un peu les PTA pour voir est-ce que dans chaque PTA, qu'est-ce qui est prévu et à quelle échéance cela peut-il se faire. Laquelle des deux possibilités, 4/5e ou le référendum? Moi, je pense que le tout, c'est au niveau des députés. Tout est au niveau de nos députés. Si les députés disent « Ok, nous voulons aller avec la révision de la Constitution sans passer devant le peuple », vivement alors qu'ils votent au 4/5e. Et si plutôt ils ne sont pas satisfaits parce qu'il y a encore des appréhensions et parce qu'il y a la crainte aussi que la Cour constitutionnelle rejette, n'est-ce pas, le projet voté avec l'un des fondamentaux introduits, il y a ce problème-là. Donc je pense que moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas trancher. Justement, j'allais dire, vous n'avez pas répondu à la question. Non, je ne sais pas, je ne peux pas trancher parce que je ne suis pas député. Non, dites, quelle est l'option pour laquelle vous... J'ai fait une analyse à plusieurs niveaux. Au-delà de l'analyse, oui. Vous avez donné tantôt votre position sur le mandat unique. Oui. Donnez aussi votre position sur cette question-là. Vous auriez souhaité un référendum ou que ça se fasse, que tout se passe? Cette question, pour moi, a trop duré déjà. La question de la révision de la Constitution a trop duré. Si je dois faire une option, c'est l'option des 4/5e. Que les députés au 4/5e disent, voilà. Mais avec quelle proposition? Je vous l'ai dit. Avec quelle proposition? Avec la proposition d'ouvrir la boîte de Pandore? Avec le mandat unique? D'où il faut avoir rapidement le projet. Absolument. Il faut aller au projet, il faut sortir le projet. Il ne suffit pas de dire oui ou non, ou bien c'est telle option ou telle autre option. Et je vous ai dit la réserve que j'ai par rapport au référendum aussi. Ma réserve est claire, elle est onéreuse.
Le référendum sera très onéreux. Le référendum ne nous permettra pas, n'est-ce pas, de rester au moment où on a besoin de 30 milliards pour le PAG pour les 5 ans, ou 2010 milliards, même si on doit réviser ça au prochain collectif budgétaire. On a toujours été qu'on a besoin d'argent pour investir dans l'homme aujourd'hui. Qu'on prenne les 7 milliards là pour reloger tout ce qu'on a déguerpi dans les rues, au lieu d'aller au référendum pour... Justement, sur la question, d'aucuns pensent que c'est parce qu'il y a aujourd'hui trop de frustration dans la société, les déguerpis, les victimes de destruction, des ventes de marché, de faux médicaments, tout ce monde de frustrés aujourd'hui au Bénin, quand on fait l'arithmétique du référendum, le sort risque d'être vite connu. C'est évident, c'est-à-dire que c'est des choses, malheureusement, c'est le contexte, comme je vous le disais au départ. Quel est le contexte aujourd'hui qui peut favoriser ou empêcher la révision de la Constitution? Il y a le social là qui est bafoué par ce régime. Il y a le social là qui ne prend pas l'allure qu'il faut en même temps, même s'il y a des perspectives heureuses dans le PAG pour le social. Pour le moment, les gens sont en train de grincer le dent et il n'y a rien à faire. L'homme qui a faim, c'est celui qui ne réfléchit plus. Et nous ne pourrons plus réfléchir sur cette question et nous ne pourrons pas mettre ça dans l'évidence. Et je vous ai dit, il y a le contexte, il y a l'urgence, il y a la pertinence. Il n'est pas urgent pour le social d'aujourd'hui. La question de la révision n'est pas urgente aujourd'hui. Et donc, si on le pose dans ce sens, si on va devant le peuple dans l'urgence de voter, on va vous poser la question. Vous avez emprisonné des gens, vous avez déguerpi les gens, vous avez fait ceci. Ok, nous ne sommes pas contre, parce que le peuple ne dit rien jusque-là. Les gens murmurent, mais comprennent que c'est normal que les voies publiques ne soient pas occupées. C'est normal qu'on n'agisse pas sur la santé des gens avec des faux médicaments pour embrayer en même temps sur cette question. Non, justement, qu'est-ce que vous pensez de l'opération? En fait, je pense que 3 choses sont essentielles. La lutte contre les faux médicaments, là, ne date pas d'aujourd'hui. Et des mesures musclées n'avaient jamais été prises pour pouvoir déguerpir les gens. Et je dis qu'on peut tout faire. Je vous assure qu'on peut tout faire. Toutes les fois, depuis l'arrivée du président Chirac, l'ancien président français ici, on a dit maintenant, il faut finir avec. Mais combien de gens ont eu les reins bloqués? Combien de personnes sont devenues aveugles? Combien de personnes? Mais lorsqu'on voit la question sous cet angle-là, on se demande si Adjegoulet ne vend que de faux médicaments et de médicaments qui ruinent la santé. Non, c'est faux. Parce que les officines de pharmacie se ravitaillent à Adjegoulet. Des personnes ressources se ravitaillent dans Adjegoulet. Vous ne pourrez pas ne pas savoir aussi que Adjegoulet, c'est un haut lieu de blanchiment également. Et donc, il est question de faire ces analyses-là où les gens dans le blanchiment achètent de vrais et de bons médicaments et l'introduisent dans le processus. Ce n'est pas que béninois, c'est dans l'Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Ce principe et ces perspectives-là. Et donc, ce qu'on est en train de lutter à la fois, n'est-ce pas, contre ce blanchiment, contre, n'est-ce pas, la mauvaise santé que cela génère, mais en même temps contre le secteur informel de ce processus. Et tout ça, c'est normal, je vous le dis. Je dis que c'est bien normal qu'on puisse faire cette lutte à 3 niveaux. Mais ce qui n'est pas bien, c'est la méthode. Encore une fois, la méthode. C'est la méthode. Je vous dis que la méthode est ruineuse. La méthode n'est pas bonne. Comment pourrez-vous chasser les gens de la rue? Vous avez vu des gens qui ont installé les abobola. Et vous avez chassé la dame qui partait avec son abobo. Et quelqu'un qui est de la délégation de ceux qui sont en train de déguerpir les gens, qui vient, qui dit, il reste là, il reste pour Galio, dans le Galio aussi, c'est quoi ça? On ramasse les moutons, jette dans la voiture. Non. Qui a demandé ça? Qui a demandé ça? On déguerpit, on avertit. Si vous ne partez pas, on enlève. Mais on ne ramasse pas les choses pour les amener où? On dit qu'on va donner aux prisonniers. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Alors, on vient, on écrase, et on prend des gens, des femmes avec enfants, on emprisonne. J'interpelle le procureur de la République sur cette question de liberté des personnes. Talon n'a pas demandé ça. Ou qui nous donne la preuve qu'il a demandé qu'on écrase les gens, qu'on les arrête en même temps aussi. Pour qu'on sache qu'il est venu pour que les Béninois ne respirent pas. Il n'est pas venu pour que les Béninois ne respirent pas. Et ça, ce n'est pas normal. Je suis contre quand vous avez parlé d'action musclée. Et puis, vous regardez un peu même comment les déguerpissements se font. On met les militaires partout, comme si nous sommes dans un état de guerre. Non. On n'a pas besoin d'inspirer la crainte, de semer la psychose dans le pays. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un État. On a besoin d'une gouvernance. On a besoin de personnes qui nous gouvernent. Mais en fait, il faut aussi comprendre que parfois, on y va de main forte
parce que les gens sont aussi têtus. Mais en même temps, c'est de la méthode, comme je l'ai dit. J'évoque la méthode, on peut trouver toujours à dire. Le chef de l'État concentre-t-il tous les pouvoirs? Est-il en mesure aujourd'hui de réviser ce qu'il disait tantôt, les pouvoirs du chef de l'État, des pouvoirs qu'il trouvait trop exorbitants, lorsque lui-même disait, Sylvain Rwandienou n'est pas en mesure de trouver quelqu'un pour le remplacer, pour faire les conseils des ministres en son absence? Quand vous évoquez la question, ça fait deux niveaux de questions déjà. Hein. Quand vous suivez un peu la citation du Conseil des ministres d'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme avant. C'est-à-dire que si c'est un mercredi ou un jeudi où ils sont là, c'est ce jour-là qu'ils font Conseil des ministres, normalement en la présence de Yaïboni ou bien de, comment on appelle, de Koupaki. Alors, il y avait quelqu'un là. Mais aujourd'hui, la façon dont ça se passe, le conseil, il y a un conseil des ministres interministériel d'abord, lundi. Mardi, les ministres d'État rendent compte au chef de l'État. Mercredi, il y a le conseil des ministres maintenant, pour délibérer, pour finaliser. À ce conseil, si c'est pour finir et délibérer avec l'autorité du chef de l'État, avec, n'est-ce pas, les prérogatives du chef de l'État, moi, j'essaie de comprendre que s'il n'est pas là, il n'y a pas match. J'essaie de comprendre que s'il n'est pas là, on peut ne pas faire conseil des ministres, parce qu'en fait, c'est lui qui délibère. C'est à lui qu'on fait le point. C'est lui qui finalise. Et donc, si c'est vu comme ça, je ne vois pas pourquoi on peut incriminer ça. Mais sur la question donc de la concentration des pouvoirs, les réformes avaient un certain nombre d'objectifs. La constitutionnalisation des pratiques, la Cour des comptes qui doit être importante. L'imprescriptibilité des crimes, c'était ce que l'ancien gouvernement cherchait à faire. Mais la réorganisation des pouvoirs. Et forcément, cette question avait mis tout le monde sur la situation. Et aujourd'hui, on a créé des ministères, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une organisation scientifique autour de la gestion des ministères. C'est le pouvoir actuel qui a fait un choix. Il suffit seulement qu'on mesure l'impact et les effets que cela génère pour nous rendre compte de l'évidence de la gestion du pouvoir actuel. Merci Gustave Assa, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Le second invité, Vincent Folly, attendu, ne sera pas venu jusqu'au bout. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à Mohamed Léamidi qui a assuré la mise en onde. Merci à vous également qui nous avez suivis. Eh bien, c'est dimanche prochain qu'on se retrouve. Merci à chacun, merci à tous. Soleil FM. Ça s'écoute tout simplement.